Molte grazie per l'invitazione, per la presentazione. Je passe à la présentation en français. Il existe plusieurs manières de comprendre la singularité des individus. En tant que dimension identitaire, psychologique ou comme modalité de différenciation entre individus, elle est une des catégories centrales de la notion de personne. Ces problématiques sont toutes importantes. Elles ont chacune une histoire particulière, mais elles n'ont pas eu, sinon marginalement, un intérêt politique ou sociologique majeur. Au contraire même, longtemps, la singularité a été comprise comme une exceptionnalité. Elle a ainsi été un privilège propre aux grands personnages ou aux êtres infâmes. Si dans le passé, les sociétés n'ont jamais fait de la singularité une question sociale majeure, son espace social s'est encore rétréci avec la société industrielle. Depuis le milieu du XIXe siècle, mais avec une forte accentuation dans les années 1930 et 1970. La masse, la classe, les races, les États, les nations définissent alors ce qu'il faut comprendre comme la grande période historique des sujets collectifs. La question des singularités devient un murmure, une résistance plus ou moins aristocratisante ou déviante à côté des grandes tendances centrales de la société. Il est possible de comprendre la révolte romantique contre la raison et surtout contre l'essor industriel dans ces cadres. Pendant cette période, la structure de fond de la société travaille en sens inverse à la singularisation. Cela est bien visible au niveau de la production, de la consommation, de la politique, des récits. L'égalité a pu rimer, non sans tension, avec une certaine homogénéité et standardisation. Or, incroyable ruse de la raison, c'est par les détours de la société des masses que l'individualité, jusque-là largement ressentie comme un privilège des classes, va progressivement devenir un enjeu de société au fur et à mesure, comme c'est le cas à partir des années 1960, que la vie personnelle, dans ses aspects les plus concrets, devient un souci collectif. Je ne m'attarderai pas plus sur tout cela, parce que nous ne sommes plus vraiment dans cet univers. Notre époque n'est plus celle de la singularité romantique et aristocratisante, ni celle de l'individualité des masses standardisée. Et la singularité n'est plus non plus désormais seulement un souci politique propre à certaines luttes sociales. Elle est désormais devenue une question sociale. Au vu de l'histoire passée, et surtout au vu de l'histoire spécifique de la société industrielle, le changement est sidérant. Ce qui est nouveau, profondément nouveau, à la suite d'un ensemble de changements structurels, c'est la modification de notre rapport quotidien à la singularité ordinaire. Cet ensemble de changements produisent une nouvelle sensibilité sociale, une expérience collective de la singularité en tant que nouvelle manière de faire société. Dans le temps dont je dispose, je rappellerai d'abord un ensemble de processus structurels de singularisation, puis j'essayerai d'expliciter trois grands défis au vu de la formation d'une société de singularité. La société contemporaine produit structurellement de la singularité. J'insiste, car sinon, elle serait, comme jadis et comme toujours, une question subjective importante, voire centrale, mais pas, comme elle est en train de le devenir, une question sociale majeure. Pour des raisons de temps, je vais me limiter à donner quelques exemples, en soulignant surtout la diversité de ces processus structurels. Les tendances que je vais évoquer sont fortes en Europe,
et aux États-Unis, moindres dans d'autres régions du monde, mais elles tendent à se répandre partout et surtout, elles donnent forme à des expressions diverses dans le monde. Évoquons d'abord quelques changements survenus dans les secteurs qui fut, au cœur de la société industrielle, un des principaux facteurs d'élimination de la singularité, les domaines de la production. Après une période de forte standardisation des produits, rappelons la boutade d'Henry Ford affirmant dans les années 30 que les Américains pouvaient choisir la voiture de la couleur qu'ils désiraient à condition qu'elle soit noire. Nous sommes passés à une société qui a tendance à déstandardiser et même à personnaliser le plus grand nombre possible des produits de consommation courante. La transformation est remarquable. Le Fordisme a été le règne de la production des masses, standardisée, et de l'homogénéisation des produits. Mais nous sommes largement sortis de ce monde. Le mouvement est bien présent, pour n'en rester qu'à cet exemple, dans l'industrie automobile, où les combinatoires des pièces ou des fonctions élémentaires, dans certaines limites techniques fixées par avance, ont sensiblement augmenté la différenciation des produits, bien au-delà d'une gamme élargie des couleurs, des marques et des modèles. Partout, les entreprises détectent, accompagnent et orientent la volatilité des goûts des consommateurs et la multiplication de leurs profils. C'est mis ainsi en place une distillation de la production en petite gamme, constamment en rénovation, accentuant alors l'inévitable différenciation entre les consommateurs. Mais il ne suffit plus de produire en petite série et sans stock excessif des produits différenciés adaptés aux goûts variables des consommateurs. Il faut aussi être capable d'agir en avant et en amont de cette demande. En aval, une fois l'achat effectué, il s'agit de fidéliser le client, d'apprendre à mieux le cerner, d'assurer une personnalisation du rapport marchand par la qualité du service après-vente. En amont, il devient indispensable de mieux connaître la personnalité des consommateurs afin de leur adresser une publicité plus personnalisée, ce qui stimule la mise sur pied de nouvelles techniques d'études. Notons que si cela a démarré bien avant l'introduction des techniques du Big Data, ces dernières, s'inscrivant donc dans une tendance structurelle préalable, ont fortement stimulé une forme de connaissance bien plus singularisée des individus et l'expansion via le marketing d'une hyper-personnalisation des produits. En tout cas, la diversification de la production des masses s'articule désormais avec une consommation plus singulière. Rien ne le montre mieux que l'individualisation des personnel computers et des portables, ou la singularisation possible des trajectoires de navigation et d'exploration dans la web. Hier, la production industrielle a été un puissant facteur d'homogénéité et de massification. Désormais, elle est une des sources structurelles de la singularisation. La difficulté à les comprendre provient d'une association trop étroite et exclusive entre la singularité et un autre âge de la production, celui de l'artisanat, qui empêche pour beaucoup de voir à quel point notre époque assiste, après une première et longue période d'industrialisation des masses, à un nouvel avatar dans la production industrielle singularisée. Bien entendu, il existe des contre-tendances. J'insiste, il existe bel et bien des contre-tendances. Mais elles se sont amoindries et surtout nous sommes sortis de l'opposition entre le quantitatif et le qualitatif. Cette opposition d'inspiration romantique ne fait pas du tout justice à ce qui est en train de se passer. Désormais, c'est grâce à l'extension de la quantification
et à l'usage intensif des algorithmes que se produit massivement la singularisation. Au point que l'introspection n'est plus, comme cela le fut en Occident depuis Saint-Augustin, la principale voie d'accès à la subjectivité. Désormais, c'est au travers des traces numériques que l'on dessine des profils singuliers bien au-delà des grandes identités groupales. Mais c'est aussi à l'aide d'une multiplication des données chiffrées, régulières sur soi, que l'on vise à s'autogouverner. Pulsation, poids, rythme cardiaque, nombre de pas. Or, ce qui est observable du côté de la production ou de la consommation l'est encore davantage du côté des institutions. Bien d'entre elles opèrent par des injonctions à l'individualisation. Il faut que chaque individu devienne le maître de sa vie, qu'il construise un récit sur soi, sous la forme d'un CV, des bilans de compétences et d'entretien d'étape, qu'il se responsabilise personnellement de son sort. Tout ceci s'accompagne d'un nouvel idéal collectif, pas toujours effectif au niveau des faits, mais désormais central. La bonne institution est celle qui est capable de personnaliser les interventions, de proposer un suivi plus individualisé aux citoyennes, aux chômeurs, aux malades ou aux étudiants. La tendance et l'intérêt vers une médecine génique, c'est-à-dire une médecine pleinement singularisée, va aussi dans ce sens, au milieu des centres hospitaliers débordés par la demande de soins. Il faut pour cela bien les préciser. Beaucoup des institutions sont actuellement très loin de l'idéal du traitement singularisé, mais ce dernier est bel et bien maintenant un idéal collectif. Et à défaut de pouvoir se généraliser, il est souvent un privilège de classe. Plus les individus ont des ressources et de la puissance sociale, plus singularisés sont les services sociaux ou commerciaux auxquels ils ont accès. La sensibilité accrue envers la singularité se repère aussi du côté de notre sensibilité sociale, où progressivement s'affirment des logiques affinitaires entre individus au détriment relatif des logiques d'obligation sociale. Si l'idée d'une parentèle choisie est encore davantage de relations pures et excessives, une plus grande reconnaissance de la singularité de chacun s'impose malgré tout. Dès que la situation économique le permet, par exemple, avoir une chambre à soi est une demande largement légitime, comme l'est aussi d'accepter la diversité des goûts alimentaires au sein d'une même famille, ce qui exige souvent de préparer plusieurs plats pour un seul repas. Toujours au niveau de la sociabilité, les transformations introduites par les technologies de l'information et de la communication ont fait que les vastes mondes se déclinent à l'usage des individus par les biais d'applications individualisées. À l'aide d'une architecture sociotechnique complexe, chaque individu devient en même temps le centre de l'ensemble. Chacun a l'impression, en se regardant dans les réseaux sociaux, que le monde tourne autour de lui. Davantage encore, ce qui est à l'œuvre au niveau de la production, de la consommation, des institutions, de la sociabilité, l'est aussi au niveau de nos grandes narrations. Hier, l'individualité était subordonnée à la représentation d'un caractère ou d'une position sociale. Ce fut le monde de Shakespeare ou de Balzac, dans lesquels, au mieux, la singularité ne pouvait être qu'une forme d'originalité, de déviance, d'excès ou d'exemplarité. Nous ne sommes plus, là non plus, dans cet univers de représentation. Depuis quelques décennies, et comme on le voit très bien désormais au niveau des personnages des séries de télévision, les personnages sont insaisissables, incompréhensibles parfois, irréductibles en centre d'interprétation, capables de bien des prouesses et des bassesses.
ils sont infiniment plus complexes. Nos typifications sociales des personnages et avec elles des individus s'ébrouillent. Les grandes passions et surtout les identités sociales ne nous permettent plus de cerner les avatars personnels. Tout se passe comme si plus personne n'était vraiment à la bonne case. Et ce n'est pas anecdotique. Les rôles sociaux n'encadrent plus ou de moins en moins nos perceptions collectives. Les médecins, les enseignants, les policiers, les patrons, plus personne n'est à sa place. Ou plutôt, chacun la tient à sa façon et la met à mal, en toute indifférence par ses conduites, son langage, ses vêtements. Enfin, mais il faudrait facile d'allonger la liste, tout cela change notre rapport à nous-mêmes. L'injonction à la visibilité fait que, par exemple, le narcissisme cesse d'être jugé comme une maladie par les DSM-5, les grands manuels de psychiatrie aux États-Unis, et ne devient qu'un syndrome, tant les soucis de la petite différence personnelle s'est généralisé dans le monde actuel sous les injonctions à la visibilité. Les souhaits de reconnaissance de la singularité de chacun, dont on a évoqué quelques modalités du côté des rôles sociaux, alimentent une sensibilité extrême envers les négations de soi par les stéréotypes de race, de sexe, d'âge ou de classe. La sensibilité d'autrui, c'est-à-dire de chacun, devient un thermomètre interactif. Conclusion de tout cela. À l'inverse des tendances à la mode, qui annoncent et souvent dénoncent une prétendue uniformisation du monde, il convient plutôt de s'interroger sur les nouveaux défis que pose la montée structurelle de la singularisation dans les sociétés contemporaines. Peut-être tout ce qui précède est-il très éloigné de la manière dont certains d'entre vous perçoivent les choses. Le monde n'est-il pas plutôt aux prises avec le populisme, les nationalismes, les religieux, la communauté? N'assistons-nous pas, après un siècle, à une nouvelle crise du libéralisme et dans son sillage de la valeur des personnes? Il ne faut pas se tromper d'analyse. Ce qui change, à la suite d'une série de transformations structurelles, est que les individus développent une nouvelle sensibilité envers la vie sociale, et c'est à partir d'elle qu'il faut comprendre les autres phénomènes sociaux. Alimentés par divers processus structurels, la singularité devient une réalité ordinaire, commune, existentielle, quelconque, un mode d'accès particulier au monde. Elle n'est plus un signe de génie ou d'excellence, mais la manifestation banale, parce que commune à tous, d'une expérience sociale. En fait, la singularité est à la fois une réalité sociale et un idéal collectif. Pourtant, même si elle est structurellement stimulée, la singularité n'impose pas moins de défis majeurs. Je me limiterai par évoquer 3 d'entre eux. Premier défi, la singularisation de nos représentations sociales. Les cas singuliers sont en train de cesser d'être anecdotiques. Bien entendu, comme en atteste l'affaire Calas au XVIIIe ou l'affaire Dreyfus au XIXe, ce n'est pas une nouveauté radicale. Il n'empêche, sournoisement, notre sensibilité collective envers la singularité modifie nos débats politiques. Le phénomène est bien plus important que la critique fréquente d'une société soumise au dictat de l'émotion. On s'embrasse collectivement pour une histoire singulière d'euthanasie, pour un viol, pour le corps d'un enfant mort sur une plage européenne, mais aussi pour la vie d'un orang-outan dans un zoo en Argentine. La sensibilité envers les maladies rares s'accroît en même temps qu'augmente la sensibilité des statisticiens au point éloigné d'un nuage graphique. À sa façon, l'intersectionnalité est une voie d'appréhension des inégalités sociales qui va de la même direction.
nous nous penchons de plus en plus sur les cas individuels, non seulement parce que les cas individuels fédèrent un problème collectif, mais parce que nous sommes intéressés par ces cas singuliers en tant que cas singuliers. À la lumière de la singularité, nous sommes en train d'apprendre à vivre et à percevoir différemment la vie sociale. Et ceci a des effets importants au niveau de nos représentations collectives. Par exemple, l'exigence de la montée en généralité, c'est-à-dire l'effet de subsumer un problème personnel dans une question plus générale, sans disparaître, cède pas à d'autres manières d'agencer les collectifs et l'individuel, dans lesquels l'expérience et les témoignages en première personne deviennent un puissant facteur de persuasion. Ce n'est pas forcément le triomphe d'une vision compassionnelle de la vie sociale. C'est une autre manière d'appréhender les enjeux de la société. Les témoignages en première personne font une preuve de la véridicité de nos mots. Sous l'emprise de la montée de la singularité, les rapports sociaux sont de plus en plus perçus et parfois réduits à des relations humaines, c'est-à-dire à des relations entre personnes. À l'ombre de l'affaiblissement des rôles sociaux que nous avons déjà évoqués, la perception de la vie sociale ne cesse de se singulariser au point que même conflits d'intérêts deviennent des problèmes entre personnes. Comme disent parfois les personnes, je n'ai pas un problème avec mon patron, mais avec une personne particulière. Les défis pour les médias, mais aussi pour les sciences sociales et des tailles. Pour l'instant, les premiers ne sont souvent capables de traiter la singularité que comme des faits divers. Demain, il va falloir apprendre collectivement à voir simultanément les arbres et la forêt. Deuxième grand défi, la singularisation des inégalités et de la justice. Ce qui, hier encore, symbolisait le propre d'une institution juste, à savoir un traitement commun à tous, les yeux bandés, l'épée et la balance, devient un des critères possibles de l'injustice contemporaine, lorsqu'un jugement n'a pas su suffisamment tenir compte des variantes personnelles et contextuelles. Il va de soi et de plus en plus que les individus étant singuliers, il est indispensable de les traiter différemment afin d'asseoir leur véritable égalité. L'importance est la capacité à dégager un accord jugé juste parce que parfaitement adapté à une situation singulière. Bien entendu, toute atteinte à l'égalité est toujours jugée négativement, mais en même temps, désormais, la simple application des règles communes et standardisées, les mêmes pour toutes, nous semble profondément insuffisante, voire abusive. En bref, la justice doit désormais s'accorder avec la justesse. Évoquons trois issues contestables de ces défis. D'abord, c'est que les luttes sociales étaient longtemps parvenues à contrer, à savoir l'introduction des divisions à l'intérieur des classes subalternes est activement stimulée dans les sociétés contemporaines à l'aide des notions d'excellence, de performance, mais surtout par la généralisation des évaluations qui sont de mauvaises réponses idéologiques aux légitimes demandes de la prise en compte des singularités. L'individualisation des inégalités est bien visible pour chacun d'entre nous au niveau de l'individualisation croissante des salaires au sein d'un même collectif de travail ou de l'acceptation ordinaire par les consommateurs d'un différentiel des prix pour une même prestation dans les avions, dans les hôtels, etc. Ensuite, et c'est une plus mauvaise traduction encore, les demandes de singularité sont parfois détournées en termes de hiérarchie, mettant alors ouvertement en question les principes de l'égalité au nom des différences ethniques, genrées ou économiques. Les projets technophiles de la singularity n'en est qu'une variante plus ou moins fantasque. Enfin,
La singularité et l'empowerment des acteurs qu'elle encourage renouvellent profondément l'égoïsme et l'indifférence, rend possible plus que jamais les attitudes des freeriders, d'opportunisme envers les collectifs et un rétrécissement perverti du monde autour de soi. Cela va bien au-delà de la seule concurrence. Partout, vraiment partout, des compteurs nous singularisent en enregistrant les nombres différentiels des vues, des followers, des likes, des amis, bref, des rankings, et ceci dans tous les domaines de la vie sociale. Face à tout cela, étant donné la force de ces processus structurels, il ne servira à rien de stipuler le retour à des anciennes conventions de justice. Il faut gagner autrement la bataille de la singularité en proposant des conceptions moins concurrentielles et plus interdépendantes. Si pendant 50 ans, il a été nécessaire, non sans tension, d'articuler l'égalité et la différence, désormais il sera question, au-delà de la différence, d'articuler l'égalité et la singularité. Et le chemin de l'autre passe par les communs. Il faut donc opposer à la figure de la singularité excellence la représentation d'une singularité interdépendante. Les mérites, avant d'être le résultat différentiel de quelques-uns, est une possibilité collectivement organisée, les fruits de divers héritages, l'usufruit d'un ensemble de communs. La réalisation individuelle ne doit à aucun moment faire oublier ce qu'elle doit au collectif, y compris en termes environnementaux et écologiques. Cet horizon est possible parce que dans la société contemporaine émerge une nouvelle conscience sociétalisée de soi. Si l'individualisme a consisté à faire de soi-même et de ses droits les pivots de la vie sociale et politique, les nouveaux horizons et sa conscience d'interdépendance nous obligent à repenser autrement la dynamique du singulier et du commun et placer la vie personnelle concrète et l'ensemble des supports dont elle a besoin au centre de la compréhension de la vie sociale. Ceci est peut-être plus facile à comprendre en Europe qu'ailleurs dans le monde. Dans ces continents, le processus d'individuation a été pendant quelques décennies indissociable d'un ensemble de protections publiques et de politiques sociales. La plupart des autres sociétés dans le monde ne sont pas allées aussi loin dans les processus de démarchandisation de la vie sociale. Rien d'étonnant alors que les changements à leur égard entraînent de lourdes craintes. Des affaires de retraite, des financements de crèches, l'éducation publique, la sécurité sociale, mais aussi bien sûr la régulation du travail, ne sont pas seulement des questions sociales ou économiques, ce sont des questions proprement existentielles. Ils définissent les types d'individus et les modalités de vie que nous allons avoir. Les débats sur l'État-providence, sur la relation entre la solidarité collective et la responsabilité personnelle, sont en vérité un débat sur un mode d'individu, sur les types de personnes que nous allons devenir. La compréhension qu'une forme de singularité n'est possible que parce qu'elle s'insère dans une vie en commun. Au-delà de ces débats précis, l'important est de comprendre que la reconnaissance de l'interdépendance des singularités ouvre à une nouvelle figure de la justice, celle qui attribue collectivement moins de valeur au mérite acquis par quelques-uns et davantage à la possibilité de l'exploration singulière de la diversité humaine pour tous. Le troisième défi concerne l'hétérogénéité et l'idéal de la vie en commun. Depuis presque une cinquantaine d'années maintenant, nous vivons la crise des référents collectifs.
Les appels à la classe, au peuple, à la nation, côtoient les discours en direction des classes moyennes, de la société civile, des citoyens, voire des gens. Mais derrière ces désignations prend forme un autre clivage politique qui, au-delà des expressions électorales à la mode entre progressistes et populistes, oppose les partisans de l'homogénéité à ceux de l'hétérogénéité. En fait, tout le monde est pris par les soucis de la singularité. Personne n'est vraiment homogénéiste. Quelques-uns le sont bien sûr sur certains thèmes. Conservateurs, ethno-nationalistes, suprémacistes, anti-perspectives du genre, religieux. Mais sur bien d'autres problématiques, les mêmes se révèlent farouchement jaloux de leur singularité. En fait, ils sont eux aussi pris au piège de la différence. La différence comme l'homogénéité finit par opposer les groupes entre eux et impose l'idée qu'à l'intérieur de la différence ou de l'homogénéité, tous sont les mêmes. D'ailleurs, l'action des principaux entrepreneurs de l'identité va toujours explicitement dans ce sens. La singularité pose les enjeux dans d'autres termes. Elle clive ceux qui veulent fixer durablement les positions et les identités, populistes et progressistes d'un côté, et ceux qui, de l'autre côté, au contraire, essayent de forger difficilement une politique de singularité, c'est-à-dire de parvenir à reconnaître les clivages mouvants en fonction des enjeux. Cela n'élimine pas les grands désaccords, fondateurs autour, par exemple, de l'égalité et de la commune humanité. Mais dans bien des sociétés contemporaines, les questions politiques se posent à l'intérieur d'un cadre souvent partagé des grands principes. Bien entendu, toutes les explorations singulières ne se valent pas entre elles. Mais d'un point de vue normatif, il est indispensable de séparer les enjeux d'éthique individuelle de ceux de la morale collective. Non seulement de reconnaître la légitimité de la diversité des modes de vie, mais aussi très concrètement de rendre réalisable le plus grand nombre possible d'explorations. La liberté, comme Rosa Luxemburg l'a si bien compris, consiste toujours à penser et agir autrement. En tout cas, les sociétés actuelles font face à des clivages qui se multiplient, où chaque fois les individus agissent avec des passions et des convictions personnelles fortes. Chacun autour des thèmes qui lui tiennent à cœur et rejetant celles des autres, mais souvent autour des positions idéologiques qui ne font pas ou plus toujours système. Ce qui jadis les contenus et les contenants idéologiques étaient parvenus à oblitérer les idiocraties personnelles explosent au grand jour. Pour l'instant, pris par l'inertie des anciennes manières de faire, les associations politiques ne les comprennent pas entièrement. On lutte ainsi pour créer de nouvelles hégémonies autour du peuple, ou bien on se désespère en constatant l'explosion contradictoire des demandes. La construction d'une hégémonie de singularité en phase avec la nouvelle sensibilité collective est pour l'instant en panne d'imagination. Pour la nourrir, il faudrait commencer par reconnaître que l'hétérogénéité n'est pas le problème, mais la solution. Il y a un siècle et demi, il a fallu accepter que la différenciation sociale était un trait constitutif de la société moderne et cesser d'aspirer à un monde social marqué par une faible division sociale et imaginer, à partir de cet impératif, de nouvelles formes d'intégration. Aujourd'hui, il faut reconnaître l'hétérogénéité comme un trait structurel des sociétés actuelles, ce qui exige de reconnaître, derrière les différences intergroupales, l'irréductible existence des singularités intragroupales. Si les demandes différentialistes, notamment minoritaires, suscitent des remous chez certaines,
En revanche, les souhaits de singularité doivent susciter de la cohésion, peuvent susciter la cohésion, tant les aspirations singulières de chacun, au-delà de la diversité des formes, sont communes à tous. Il nous faudra transiter vers un nouvel idéal collectif. À l'intégration de la société doit succéder l'idéal de la vie en commun. Pour cela, il faut accepter de faire de l'hétérogénéité elle-même une valeur et accepter aussi que les individus vivent et agissent souvent plutôt côte à côte que mélangés entre eux au milieu d'une vie en commun. L'image peut choquer, mais nos sociétés fonctionnent de plus en plus comme des aéroports où la complexité technique de la régulation des flux se désintéresse des projets et des croyances des uns et des autres. Ne nous leurrons pas, cette situation peut devenir cauchemardesque, mais elle enferme aussi quelques promesses. En tout cas, la généralisation des plateformes fonctionnelles est indispensable pour assurer la gestion d'insolubles problèmes normatifs, étant donné la diversité des orientations entre acteurs et d'enjeux pratiques à cause de la trop grande complexité des situations. Il s'agit d'un soubassement nécessaire pour le libre déploiement des singularités. Sous cette base, il faudra inventer de nouvelles grammaires collectives pour des vies singulières. En conclusion, la singularité signale une nouvelle ère de la société. La singularisation définit un diagnostic d'époque, une tendance structurelle centrale qui se décline de maintes manières, qui soulève un nombre très important de réactions et de résistances, mais aussi de demandes. Elle est paradoxale. Elle prend place au milieu d'un monde qui n'a jamais été aussi peuplé. Elle est produite par l'industrie, la consommation, les institutions et toujours de manière massifiée. Elle traverse en profondeur nos sociétés, clive nos débats politiques et impose la dynamique entre le commun et le singulier au cœur de nos conflits sociaux. Elle définit les propres de la question sociale à l'âge de la quantification, de l'hyperindustrialisation du capitalisme des plateformes. Elle nous confronte à un défi normatif inédit, construire collectivement une société orientée vers la réalisation maximale des singularités. Molte grazie alla traduttrice. Grazie.